Hello tout le monde! Mars est un sujet qui fait énormément parler, d'autant plus avec l'arrivée de Persévérance là-bas il y a peu de temps. Mais les Martiens existent-ils vraiment? Eh bien, c'est toute la question de cette vidéo, et je peux vous dire que pour faire ces recherches-là, j'ai mis du temps et j'avais très peu de matière. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une pépite, l'histoire d'un homme qui entretenait une communication et une relation avec une martienne. Et comme toujours, avant même de se plonger dans la véracité ou non de cette histoire, eh bien je vais commencer par vous la raconter. Robinson est de nationalité anglaise, et il communiquait avec une martienne nommée Oamaru par télépathie. Elle était toujours vêtue d'une grande robe verte avec des grands yeux noirs. Et c'est elle qui déclenchait le contact en faisant ressentir une grande douleur, une vive douleur sur la tempe gauche de l'homme. Il nous apprendra plusieurs choses au sujet de ce peuple, notamment leur taille. Au fil des contacts, il va comprendre qu'ils font entre 6 et 7 pieds de haut, ce qui donne à peu près l'équivalent d'1m80 à 2m10. Leur mode de vie est semblable au nôtre en tout point. Ils conduisent des voitures, ils ont des maisons, ils fument la pipe et ils boivent le thé. Mais par contre, ils se distinguent quand même sur un point bien précis. Pour se nourrir, ils auraient réussi à mettre en place une sorte de système permettant d'électrifier les arbres fruitiers pour réussir à répondre à tous les besoins de leur organisme en mangeant tout simplement. Alors je pense pas qu'ils mangent des fruits électrifiés, mais en tout cas ils font passer de l'électricité dans les arbres qui du coup produisent des fruits. Leur capitale serait nommée Okalonga. Bon, outre le fait comique qu'a le nom de leur capitale, on peut quand même citer le fait qu'il y ait plusieurs espèces sur Mars. En réalité il y en aurait une deuxième qui serait très distincte parce que leur tête ressemblerait à une sorte de morse sur Terre. Voilà des informations qu'il peut nous apporter concernant du coup Mars et leur peuple. Mais comment est-ce qu'il a pu réussir pour déclencher ce contact? Est-ce qu'il a simplement fermé les yeux et pensé très fort à Mars? Plus ou moins en fait, un ami à lui va développer une machine en 1926 permettant du coup de pouvoir avoir des contacts télépathiques nommés psychomotomètres. À partir de là, Robinson va se dire super, c'est chouette, je vais pouvoir essayer ma petite technique et communiquer avec Mars. Pour ça, il va contacter du coup un médium nommé Harry Price pour venir essayer la technique avec lui. Et d'après eux, il y aurait eu jusqu'à 2 contacts, Oamaru dont je viens de vous parler, mais aussi Poilinos. Ouais, avoir des prénoms communs et simples chez les Martiens, c'est pas tout à fait acquis. Mais là où ça devient réellement étonnant, c'est que du coup, durant leur séance avec le psychomotomètre, Harry Price va se faire prendre le contrôle de sa main par la martienne, qui va elle écrire sur un bout de papier ce que l'on va qualifier comme étant l'alphabet martien. Et le plus cool, c'est qu'elle va même le signer, ce qui va du coup sonner comme étant une preuve de leur existence pendant quelques temps. Sauf que Robinson, il lui faut plus de preuves, alors il va contacter le Central Telegraph Office de Londres et envoyer un message en morse à la surface de Mars. Et pour ça, il va du coup le composer de 3 mots: Opesti, Nipita et Sekumba. Malheureusement, les semaines et les mois passent et aucune réponse. Certains affirment que les Martiens ne comprendraient simplement pas le morse. Le fait est que Robinson a contacté Oamaru pour lui prévenir qu'il allait envoyer du coup un message en morse sur la planète, donc c'est quand même peu probable et assez étrange. Une deuxième tentative sera du coup faite, il n'abandonne pas. Et là, Oamaru va confier à notre terrien qu'elle est très en colère car le message serait mal réceptionné, donc il aurait été mal envoyé depuis la Terre. Du coup, aucune réponse provenant de Mars, mis à part ce message télépathique que Robinson aurait reçu. Bon, j'imagine que vous le voyez venir, il est pas du genre à abandonner, du coup il va essayer même une 3e fois, mais même schéma, toujours aucune réponse, alors il va se concentrer sur le seul moyen de communication qu'il a avec elle, c'est-à-dire la télépathie. Oamaru va se confier à Robinson au fil des communications et lui avouer qu'elle est assez choquée et déçue de toutes les guerres que l'on peut avoir sur Terre. Elle va donc l'inciter à ouvrir des écoles de communication pour améliorer la communication justement entre nos deux mondes, terriens et martiens. Ça, notre Robinson, il va le faire. Il va ouvrir une école de télépathie avec 6 enseignants et un argument de choc qui n'est clairement pas à mettre de côté. Un chien télépathe nommé Neil. Et malgré l'argument de choc, il y aura qu'un seul élève. Moi, je suis désolé, tu me dis une école de télépathie avec un chien qui se prénomme Neil. Là-bas, en tant qu'enseignant ou juste en tant que chien qui fait sa vie de chien télépathe. Déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une vie de chien télépathe. Mais en plus de ça, j'y vais. Je veux savoir ce qui se passe avec ce chien. Pourquoi est-ce qu'il est nommé télépathe? Si vous me suivez en live, vous savez que j'ai un petit toutou. J'adorerais savoir de quoi il rêve, par exemple. Donc si on peut communiquer par télépathie, moi je suis méga chaud. Mis à part cette petite parenthèse, on va revenir au sujet. Comme il va y avoir qu'un seul client et qu'un seul du coup élève, il va se dire c'est pas possible, faut que j'arrive à faire plus de clients et plus d'élèves. Donc pour ça, il va ouvrir un institut de beauté à côté en fait de l'école de télépathie. Il va se dire, un éclair de génie certainement, les clientes de l'institut de beauté, elles peuvent très bien être clientes et télépathes. Donc peut-être que en étant clientes dans l'institut de beauté, elles pourront devenir élèves dans mon école. Pourquoi pas, hein? C'est un business model comme un autre. Et là, croyez-moi, j'y mets les formes. Juste pour vous expliquer un petit peu de son mindset, je vais vous citer une des phrases qu'il a pu dire. Sous la direction experte d'un télépathiste diplômé, les femmes laides peuvent devenir belles, puis télépathiques. Bon, là, quand même, il faut arrêter de rigoler et donner une petite précision. Aucune femme n'est laide, ni femme, ni homme, ni aucun être vivant sur cette planète ne peut être considéré comme laid. Il dit ça à une période où les mœurs sont différentes, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir ou pas, c'est un autre débat qui est certainement philosophique. Néanmoins, il est important de préciser que personne n'est laid, sauf le papier peint. Parce que les laits de papier peint...
Ouais. Mais de toute façon, je suis pas là pour faire de l'humour. C'est pour ça que c'est pas fun comme jeu de mots. Mais bon, on va passer à autre chose. En 1933, il va refaire apparition. C'est-à-dire que depuis, il s'est complètement fait oublier. Et là, il va nous faire une nouvelle déclaration choc. D'après lui, une nouvelle martienne serait sur la planète et en plus de ça, il est en communication avec elle. On la connaît tous. Cette martienne-là, en réalité, ce serait Cléopâtre. Le fait est que c'est pas tout par rapport à Cléopâtre. Il nous apprend aussi qu'elle est mariée à un fermier martien là-bas. Voilà, non mais c'est juste une info pour vous. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. Mais Cléopâtre, elle est sur Mars. Si vous la cherchez, contactez Mars. Hein. Alors oui, je suis désolé, je suis peut-être un peu ironique, mais vous allez voir, on va étudier tout ça. Et d'ailleurs, c'est le moment où on va essayer d'expliquer ce qui est plausible ou pas dans son histoire. Déjà, pour point de départ, on va prendre la Central Telegraph Office de Londres qui va se poser des réelles questions quant à Robinson. Quand il va les contacter pour le premier contact et premier message à envoyer vers Mars, là ils vont se demander s'il est pas fou. L'idée c'est simplement de pas extorquer de l'argent à quelqu'un du coup qui est faible mentalement. Et donc ils vont quand même arriver à la conclusion de se dire non mais il est très sérieux, il y croit vraiment, donc du coup en fait on lui vole pas de l'argent, on n'extorque pas de l'argent à quelqu'un. Sauf qu'ils vont revenir sur leur décision très vite, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont voir qu'il n'y a aucun message retour, ils vont se dire non, il est timbré, il a un pet au casque le monsieur, il croit à des choses qui n'existent pas. Ça, on va en reparler après. Et malgré ça, ils expliquent qu'ils ont accepté le deuxième et troisième contact dans un seul et même objectif, la pub. Ce premier contact envoyé vers Mars va avoir ramené beaucoup de journalistes autour du Central Telegraph Office, qui est du coup une institution qui propose des frais financiers du coup pour envoyer des messages à droite à gauche au public, aux citoyens classiques. Du coup, ça fait parler d'eux et ils aiment bien ça. Mais par contre, ils ne croient absolument plus à son histoire. Juste pour revenir un petit peu sur le récit de Robinson, on peut quand même citer le fait que leur rythme de vie martien ressemblerait typiquement à celui des Londoniens à cette époque-là. C'est un petit peu étrange, sans même parler du fait qu'ils citent Cléopâtre, chose qui est complètement folle et qui n'a absolument aucun sens dans l'histoire. Maintenant, pour répondre à la véritable grosse question de cette vidéo, qui est donc pourquoi est-ce qu'on pourrait imaginer et d'où viennent les extraterrestres que l'on peut imaginer sur la planète Mars? Eh bien, il faut remonter en 1877, quand Giovanni Ciappelli fait l'observation de la planète Mars et observe sur sa surface des canaux. Et là, plusieurs astronomes vont faire du coup des observations en direction de Mars et faire la même constatation. Il y a bien des canaux à sa surface. Ils vont commencer à imaginer que ça puisse être des routes, certainement créées par une civilisation plus intelligente que les humains, et donc des martiens. À ce moment-là, c'est juste une supposition, mais ça commence à devenir une sérieuse croyance que les gens commencent à accepter pour de vrai. Et en 1909, on commence à faire taire ce mythe-là, grâce à Eugène Antoniadodi. Ce gars-là, en gros, il va faire la constatation que si on observe des canaux et qu'on a l'impression que ce sont des routes, c'est simplement dû à la mauvaise qualité des instruments d'observation de cette époque-ci. Lui, un petit peu plus tard, il va prouver qu'avec de meilleurs équipements, on distingue très clairement ce que ça puisse être, ou en tout cas beaucoup mieux qu'à l'époque. Et c'est pas tout, la CIA en 1984 va encore s'y intéresser et encore supposer le fait que ça puisse être possible. Ils vont donc contacter des médiums, leur faire passer des tests et leur demander s'il y a des martiens ou pas là-bas. Le test se compose simplement d'une enveloppe bien fermée, bien scellée, dans laquelle il y a marqué du coup des longitudes et latitudes de Mars. Après, l'idée du médium, c'est simplement d'arriver à dire ce qu'il y a dans l'enveloppe et de lire la latitude et la longitude exactes sans même pouvoir ouvrir l'enveloppe. Comment est-ce qu'ils ont pu faire? J'en sais rien. Le fait est que, en tout cas, au moins un des médiums a réussi à le faire grâce aux documents déclassifiés qu'on puisse savoir qui nous racontent cette histoire. Est-ce que c'est possible pour un médium de faire ça? Je sais pas vraiment, faudrait demander à Fabien Olicard. Le fait est que j'ai pas le contact, donc je lui ai pas pu lui demander. Mais si jamais un jour Fabien tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous répondre en commentaire, ce serait très intéressant. Et en tout cas, l'un des médiums qui aura réussi à lire cette enveloppe et cette latitude et cette longitude avec exactitude, il va nous faire cette déclaration là. Ils sont très grands et maigres, je ne vois que des ombres, ils habitent dans des pyramides en fer, ils vont pas bien, ils sont en train de mourir, maintenant ils ne sont plus là. Alors est-ce que ces déclarations sur cette planète sont vraies? Est-ce que Mars comporterait vraiment une espèce du coup en vie là-bas qui pourrait avoir construit des choses? Eh bien potentiellement oui, sur une planète venant d'un autre système, mais pas la Mars de notre système à nous, c'est impossible. Aujourd'hui on y fait des recherches, on y a envoyé des rovers, on l'observe, et aujourd'hui on sait dire qu'à sa surface, il n'y a pas de traces de civilisation. Après oui, fut un temps, il y avait de l'eau sur Mars, mais c'est encore une autre étude. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ce serait complètement exaltant et fou d'imaginer que ça puisse être vrai, et ce serait génial. Le fait est que d'imaginer que ça puisse être vrai, c'est libre à vous, mais en tout cas l'affirmer, c'est impossible. Aujourd'hui on le sait, aucune preuve de civilisation là-bas, au contraire, les preuves amèneraient plutôt à penser l'inverse. Ou alors ce serait vraiment très ancien, et encore je suis pas tout à fait sûr de ce que je suis en train de vous dire. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous intéresser encore plus au sujet, et à ne pas simplement écouter ce que je vous dis, mais à faire vos propres recherches, c'est comme ça que vous arriverez à vous faire un véritable avis. D'ici là, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et à très bientôt. Ciao tout le monde, bye.